Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Omnibus X-Men Inferno. Je vous avais proposé le choix la semaine dernière entre ce titre et l'Omnibus Batman par Grant Morrison, et je crois qu'il n'y a pas vraiment eu match. Pour la prochaine fois, je vous propose un autre duel, en quelque sorte, mais cette fois entre deux titres avec Jim Lee au dessin, les X-Men ou la Justice League, et je vous invite à indiquer votre préférence en commentaire. Inferno, c'est évidemment un event phare de la fin des années 80, qui va réunir la plupart des titres X, et qui va même se diffuser plus ou moins sur les autres titres Marvel, même ceux qui n'ont a priori pas grand chose à voir avec les X-Men, comme par exemple Spider-Man, les Vengeurs ou encore les FF, mais j'y reviendrai dans la deuxième partie de la vidéo consacrée au mapping de l'Omnibus. On est en présence ici d'un crossover extrêmement ambitieux qui constitue la conclusion, l'apothéose, diraient certains fans, de nombreuses années de construction, ou d'errement de Claremont, selon que vous aimez ou pas le bonhomme, puisque c'est dans cette histoire que l'on va enfin avoir l'explication de qui est cette Madeline Prior, donc cette jeune femme qui ressemble étrangement à Jean Grey et qui a donné un fils à Cyclope qui deviendra plus tard Cable. C'est également à cette occasion qu'il va enfin y avoir la grande confrontation tant attendue entre les X-Men et X-Factor, donc les premiers X-Men, et moi je peux vous assurer que je n'en pouvais plus à l'époque tellement j'avais trouvé le temps long, le nombre de fois où je m'étais demandé mais jamais ils vont les faire se rencontrer, j'avais trouvé le build-up interminable, et le plus hallucinant dans tout ça, c'est que maintenant on sait qu'à l'origine, Claremont considérait que Madeline n'avait rien de particulièrement spécial, que sa ressemblance avec Jean était une pure coïncidence. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais alors moi, du moment où elle a débarqué dans les X-Men jusqu'au moment de l'explication finale, il n'y a pas eu une seconde où je me suis dit non mais en fait il n'y a aucun lien entre les deux, c'est juste qu'elle lui ressemble beaucoup, circuler, il n'y a rien à voir. Toujours est-il qu'on a eu ici enfin notre explication, qui est plutôt satisfaisante à mon sens, et ce qu'il y a de bien avec cet event, c'est qu'il y a deux niveaux de lecture en quelque sorte, un sombre et un plus léger. Comme vous le savez, je pense, puisqu'il y a eu pas mal de rééditions, je crois, les démons des limbes envahissent et transforment New York, qui devient ici une sorte d'enfer sur Terre, ce qui donne souvent lieu à des situations potentiellement assez drôles, un peu genre Ghostbusters, où vous avez des objets de la vie courante qui s'animent pour attaquer les humains et essayer de les dévorer, même si à la base c'était quand même un récit profondément sombre. Je pense aussi qu'on ne le lira pas tout à fait de la même manière, selon que l'on a ou pas subi les années qui l'ont précédé. Forcément, quand on a passé tant de temps à se demander mais qui c'est exactement cette Madeline, et que Marvel daigne enfin nous donner une explication à peu près crédible, forcément, c'est la délivrance. Et c'est pour ça aussi que je pense que ce n'est peut-être pas forcément dans l'absolu le meilleur point d'entrée dans l'univers des X-Men, puisque techniquement, il faudrait normalement avoir lu avant la fausse mort de Jean Grey, l'apparition de Madeline, la fausse résurrection de Jean Grey, les débuts d'X-Factor, les récits des X-Men Mutants de Massacre et Follox Mutante, bref, pas mal de choses, mais d'un autre côté, je me dis aussi que l'on peut peut-être le lire de manière un peu superficielle et se contenter d'apprécier les délires les plus fun, et arriver tout de même à y prendre un certain plaisir, même si, personnellement, lorsque c'est sorti, je trouvais ça nettement plus glauque que fun. C'est vrai que j'étais plus jeune aussi, mais un passage comme celui de l'ascenseur dans Uncanny X-Men, par exemple, m'avait particulièrement marqué. Au niveau des dessins, on va retrouver bien entendu Marc Silvestri sur les X-Men, que j'ai toujours beaucoup apprécié. En revanche, je suis nettement moins fan de Walter Simonson, dessinateur d'X-Factor. Sur certaines cases, ça passe bien, mais il y en a d'autres sur lesquelles c'est pour moi très compliqué, surtout lorsqu'il est ancré par Al Milgrom, et même quelqu'un que j'aime bien comme Bogdanov, qui dessine ici la mini-série X-Terminator, ancrée par Al Milgrom, je trouve ça franchement moyen. À côté de ces séries, on a également quelques épisodes des New Mutants, dessinés par Brad Blevins et ancrés par Al Williamson. Là, pour moi, il n'y a rien à dire, c'est du très bon, clairement plus sombre, mais ça colle assez bien avec le propos. Il se passe beaucoup de choses importantes concernant Illyana, donc la petite sœur de Colossus dans cet event. Au niveau des scénarios, on retrouve évidemment pour l'arc principal Chris Claremont et Louis Simonson. Les deux s'entendent très bien, ça reste en quelque sorte dans la famille X, pas d'intervenant extérieur. Je ne suis pas non plus un énorme fan de Louise. Nanny le robot of the pack, pour un jeune fan de Wolverine à l'époque, c'était un peu dur, surtout que moi, le côté de plus en plus edgy des X-Men m'allait très bien. Mais je reconnais qu'elle a eu au moins le mérite d'essayer de retourner certaines idées de Bob Layton
pour le moins douteuse, ayant servi à la fondation d'X Factor. Elle va clairement chercher à renverser le côté chasseur de mutants en chargeant Cameron Hodge, ce qui en soi est une bonne chose, puisque c'était clairement à la base une idée à la con, sauf qu'à l'époque je n'avais pas forcément le recul et les connaissances nécessaires pour comprendre exactement ce qu'elle cherchait à faire, et du coup il m'arrivait de trouver certains dialogues et certaines réactions de personnages un peu surprenantes. Après, l'arc principal reste très cool à lire, ils arrivent bien à jongler entre les séries et les différents personnages, il faut dire qu'ils les connaissent assez bien. Je regrettais juste à l'époque qu'ils n'aient pas pu intégrer Excalibur à la grande réunion de la famille Summers, même si j'ai tout à fait conscience aujourd'hui du travail colossal qu'une telle entreprise nécessitait. En ce qui concerne le mapping, cet omnibus est un peu spécial puisqu'il est divisé en 2 parties. Déjà, au tout début, vous avez quelques pages tirées des épisodes précédents, ce qui fait que techniquement, vous n'êtes pas obligé d'acheter l'omnibus Prélude Inferno. Puis rapidement, vous entrez dans la première partie de l'omnibus, l'arc principal donc, où vous retrouvez les épisodes d'X Factor, d'Uncanny X-Men et des New Mutants, mais également la mini-série en 4 épisodes X-Terminators, qui lance un peu en quelque sorte l'event et dans laquelle on suit les jeunes dont s'occuper X Factor, qui rejoindront plus tard les New Mutants, Boom Boom, Rictor, etc. C'est là d'ailleurs qu'ils vont adopter leur look emblématique, ils vont se débattre avec les autorités qui veulent enregistrer tous les mutants, et le Civil War, et le fameux Nastir. Je ne sais plus si cette mini-série avait été publiée à l'époque ou pas, mais moi je sais que je ne l'avais pas lue. C'est cool qu'elle y soit, même s'il faut bien reconnaître que même sans, on arrive globalement à comprendre l'histoire sans trop de problèmes. Ensuite, dans la deuxième partie, une fois que l'histoire est terminée, l'omnibus s'attarde sur les autres séries Marvel qui ont été impactées par Inferno, mais qui, elles, n'ont pas eu d'incidence sur le déroulement de l'histoire principale. Au début, j'ai regretté un peu que tout ne soit pas intégré chronologiquement. C'est vrai aussi que ça aurait beaucoup alourdi le récit, puisque vous avez 4 épisodes de Power Pack, une série que j'avais déjà croisée dans Speedé, je crois, dans les X-Men, et que je regardais un peu de haut à l'époque, je dois avouer. Alors qu'honnêtement, c'est pas mal en fait. J'aime bien les dessins déjà, et on s'attarde sur la façon dont les différentes transformations de la ville ont été perçues par les New-Yorkais au quotidien, en quelque sorte, ce qui est quelque chose qui manquait un peu, je trouve, à l'arc principal. Donc, à ce niveau, c'est un chouette complément. Puis, on a 3 épisodes des Avengers, dont le fameux mettant en scène Jarvis, les Fantastic Four, et comme vous le voyez, dans les 2 cas, on a affaire à des équipes assez atypiques. On retrouve également les différentes séries Spider-Man, dont certains épisodes avec McFarlane, qui sont bien connus aujourd'hui, 3 épisodes de Daredevil, 2 Excalibur, donc vous comprendrez, je pense, aisément qu'il va y avoir beaucoup de double dipping ici. L'omnibus se termine par un épisode de Cloak and Dagger, qui est très anecdotique et vraiment pas indispensable. Si vous ne l'avez jamais lu, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas manqué grand-chose. Globalement, je pense que j'avais à peu près tout lu à l'époque, sauf X-Terminator, Power Pack et Cloak and Dagger, et je me souviens que c'était quand même bien la galère à suivre un event de cette ampleur, à l'époque pré-internet et pré-collected édition, devoir faire plusieurs presses pour arriver à trouver les épisodes, par exemple de la version intégrale X-Factor, qui n'était pas toujours très bien distribuée près de chez moi, ce n'est pas un cirque qui me manque personnellement. Au niveau des bonus, c'est assez léger, il y a plusieurs trucs sur les Vengeurs qui n'ont, je trouve, pas trop leur place ici. J'aurais préféré uniquement du matériel centré sur les séries X. Pour le cartonnage, il y en a qui aiment, d'autres pas. Je fais clairement partie de la deuxième catégorie. On dirait un mauvais calque acheté 5 € sur Amazon, mais pas grave. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Allez, à plus!